Panel 3, donc quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? Donc nous avons trois panélistes, une éminence du monde universitaire et expert international reconnu, Jalel Ezine, professeur des théories et contrôle des systèmes et membre du conseil consultatif du rapport scientifique de l'UNESCO 2020 en Tunisie. Bonjour Jalel, comment allez-vous? Très bien, merci Franck. Très bien, donc j'aurais dit Sbalrire, mais j'avais peur de mal le prononcer. Très bien. Un entrepreneur qui œuvre pour mettre l'IA au service des ressources humaines, Djibril Dio, cofondateur et CEO de Digital In, Sénégal, donc une plateforme digitale basée sur la technologie du matching affinitaire, donc qui utilise l'intelligence artificielle pour l'orientation de carrière pour candidats, responsables RH, managers et collaborateurs. Dangadef, Djibril. Magnifique, Franck. Je vais très bien, magnifique. Très bien. Et enfin, un ingénieur, un spécialiste opérationnel de l'intelligence artificielle, engagé par ailleurs pour sa vulgarisation au Sénégal, Elias Waliba, qui est lead data scientist, enseignant en machine learning et cofondateur de Galsenia, une association qui a pour objectif la promotion et la vulgarisation de l'intelligence artificielle au Sénégal. Nangadef, Elias. Magnifique Franck, bonjour à tout le monde, très ravi d'être là. Merci. Donc, Bonjour. merci. Yes. Merci à nos trois panélistes d'être présents ce matin. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, sans plus attendre. On parle de limites de l'intelligence artificielle, mais la première limite ou difficulté ne tient-elle pas à la notion même d'intelligence? Djibril, vous qui mettez l'IA au service des ressources humaines, qu'est-ce que cela vous inspire, cette notion d'intelligence, et notamment dans le contexte africain? Bonjour Jalel et bonjour Elias. En tout cas, je me réjouis de me retrouver parmi vous et d'échanger. Et je salue bien évidemment la mise en perspective de Monsieur de Jalel parce que c'est très pertinent. En fait, c'est pas pour rien qu'il est professeur. Et effectivement, c'est toujours très important en fait de mettre les choses en perspective, de voir un peu de partir de l'histoire pour savoir pourquoi finalement en fait on parle de ces sujets à notre époque. Et effectivement, c'est une brillante introduction et qui permet de camper le décor. Je pense je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit en introduction, mais en fait, aujourd'hui, l'intelligence est très complexe. Il n'y a pas une définition unanime et il a parfaitement raison. Et je partage son avis que c'est très grossier. C'était au XXe siècle, Alfred Binet a essayé, sous l'influence bien évidemment des autorités, de définir l'outil de mesure qui était le quotient intellectuel, l'outil métrique qui permet de grossièrement essayer de donner. Et ça, on part encore une fois du contexte, on part aussi de la volonté de l'être humain, de l'homme, de vouloir catégoriser les choses. Je suis d'accord qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'intelligence. Bien sûr, c'est très grossier, mais l'être humain a toujours voulu catégoriser, donner une définition simpliste pour pouvoir en fait faire appel, bien sûr, pouvoir définir telle ou telle chose, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est vrai, il est vrai aujourd'hui que l'on prend la philosophie, la psychologie ou les autres disciplines, chacun a sa définition de l'intelligence. On peut même aller loin, la définition par pays, parce que culturellement, l'intelligence n'est pas définie de la même façon. Et aujourd'hui, c'est vrai, et Jalel l'a précisé, qu'il y a différentes formes d'intelligence. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle de sociale, on parle de linguistique, on parle de mathématiques, etc., etc. C'est une intelligence multiple. Mais les Occidentaux, bon, puisque c'est eux qui ont commencé, peut-être pas dans l'histoire, je ne connais pas et je n'ai pas une connaissance très fine, peut-être que Jalel pourrait apporter des précisions, mais en tout cas, c'est une approche purement qui est. J'allais parler tout à l'heure de la cognition. La cognition, c'est tout ce qui a trait au traitement de l'information. Okay? Et effectivement, quand parle de traitement de l'information, on parle du cerveau, la capacité à raisonner, capacité à trouver narrativement, en fait, par opposition à l'instinct. Et c'est vrai que pour revenir, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est l'intelligence. Et en fait, force est de constater qu'on ne peut pas définir communément, unanimement, ce qu'est l'intelligence. Donc pour moi, c'est effectivement très important de pouvoir préciser. J'apporte juste une précision. L'intelligence, quand on la prend du point de vue occidental ou du point de vue asiatique, africain, elle n'est pas pareille. Dans ces pays, des études ont montré en fait que ce qui a trait à l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité à un enfant, par exemple, qui a un respect de l'autorité.
ce sont des choses qui sont liées à l'intelligence. On définirait quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui a une capacité à s'adapter dans un contexte bien précis, qui fait appel à ses émotions, à ses sentiments, etc. Donc, on n'est pas, même quand on prend pays par pays, on n'est pas d'accord sur cette intelligence. Et donc, par conséquent, il est très difficile de définir même ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce que c'est très grossier de parler d'intelligence artificielle. Voilà, pour la simple et bonne raison, en fait, que si on parle d'intelligence, ça veut dire qu'il faut une technologie qui simule l'intelligence d'humain, tout en oubliant tout ce qui est affect, esprit et sentiment, etc. L'intelligence ne peut pas simuler toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, c'est la volonté d'être humain de trouver des mots toutes faits. Mais moi, si je parlais d'intelligence, moi, je parle de mon approche personnelle ou de mon approche par rapport à ma discipline qui est les ressources humaines. Hein. On essaie en tout cas de personnaliser, d'apporter en fait une personnalisation de l'expérience. Les entreprises aujourd'hui l'ont bien compris, hein, pour répondre de manière précise aux attentes des clients en se basant, hein, j'allais la préciser tout à l'heure, sur l'information dont elles disposent. Et aujourd'hui, je ne vais pas refaire ce que Jalel a dit, mais on est submergé par les informations. Et donc, du coup, hein, des entreprises vont se focaliser sur les données qu'ils reçoivent des clients pour personnaliser justement l'expérience de ces entreprises. Et donc, du coup, nous, en tout cas, on se positionne de ce point de vue-là. Comment développer un outil, comment l'intelligence artificielle peut être prise comme un outil d'aide à la décision. Excusez-moi, je disais, avant de répondre, je veux juste revenir sur ce que Jalel nous partageait pour me mettre un peu en opposition, mais pas totalement en opposition avec ça. En fait, effectivement, hein, je pense que Jalel a précisé le fait que c'est beaucoup plus complexe que cela. Hein. Bien évidemment, les algorithmes qui sont développés ont du mal à mimer comme il faut ce que les hommes souhaitent que les algorithmes, hein, fassent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il faut regarder aussi les choses d'une autre façon. Il faut voir un peu, il faut donner à César ce qu'il y a de César. Quand on prend l'histoire, je ne veux pas refaire l'histoire, mais à un moment donné, avec par exemple la révolution copernicienne, à un moment donné, quand on a découvert que la Terre ne tournait pas autour du Soleil, et que c'était plutôt que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre parce que la Terre était centrée, on pensait ça. L'astronomie, le développement de la science a permis d'aller à l'encontre de cette pensée. C'était une révolution à l'époque. Et moi, je fais référence un peu au transhumanisme. Donc moi, je ne dis pas que effectivement qu'on est loin. Je ne peux pas vraiment me prononcer parce qu'on a observé quand même un développement de la technologie quand même assez rapide au cours de l'histoire. J'allais parler tout à l'heure de la production de l'information. Ce qu'on a pu produire à partir du 20e et 21e siècle, hein, est incomparable par rapport à tout ce que l'humanité a pu produire comme information. Donc, en réalité, c'est très compliqué. Et quand on se positionne, avant de répondre, Franck, si vous permettez, quand on regarde le transhumanisme, ils ont déjà leur projet en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné dans notre histoire, on va arriver probablement à cet homme augmenté, sans rentrer dans les détails. Donc maintenant, on ne sait pas quand. Moi, je ne peux pas dire quand. Bien évidemment, je suis très loin de le savoir, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut arriver très rapidement à faire des choses à la technologie. Et bien évidemment, par exemple, aujourd'hui, si je prends l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus forte que l'être humain dans tout ce qui est automatisation de processus. L'homme ne peut pas se comparer à la machine sur cette partie-là. Et nous, dans notre domaine, dans le traitement de l'information, on gagne énormément de temps. Qu'est-ce que l'on dit chez nous? Qu'est-ce que l'on dit aux entreprises? C'est qu'il faut automatiser le maximum de tâches qui te permet au RH d'avoir du temps. Parce que la principale problématique des ressources humaines aujourd'hui, c'est qu'ils sont noyés dans la masse des informations qu'ils reçoivent, dans la masse en fait de l'administration. Et l'intelligence artificielle est super pertinente pour te faire gagner du temps. On parle jusqu'à par exemple, automatiser 80% des tâches à faible valeur ajoutée. Et ça, ce n'est pas rien. Je pense que c'est très important, effectivement, de mettre un bémol à ce que l'intelligence artificielle a la prétention de faire, mais aussi d'apporter un peu du crédit à ce que l'intelligence artificielle permet de faire aujourd'hui en entreprise. Et je voulais juste mettre ça en perspective, sans pour autant aller frontalement avec Jalel. Je ne suis pas en opposition totalement avec lui, mais voilà, mettre un bémol pour dire que effectivement, il y a des choses sur lesquelles l'intelligence artificielle apporte beaucoup en tout cas à l'humain. Et donc, du coup, il faut que nous, maintenant, que nous décidions comment l'utiliser. Et ça, c'est un autre problème que sans doute qu'on aura le temps d'évoquer. Mais décider d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient
pour gagner du temps. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Et ça, il faut apporter du crédit à ce que l'intelligence artificielle fait. D'accord. Merci Djibril. Du coup, effectivement, je vous retire la question que j'avais posée parce que je pense que les échanges que vous avez eus les uns et les autres indiquent suffisamment, en gros, ce que vous en pensez. On va laisser la parole tout à l'heure à Elias, mais je voudrais juste revenir sur 2 points pour nos spectateurs. Le premier, indiquer ce qu'est le transhumanisme, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde. Donc, le transhumanisme est un mouvement culturel, intellectuel, international qui prône l'usage des sciences et techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités. Et on peut le résumer au fait de ne pas hésiter à associer, en gros, à l'être humain, physiquement, des matériels technologiques évolués pour améliorer certaines fonctions auditives, oculaires ou autres. Vous dites que vous ne vous opposez pas frontalement à ce que Jalel évoquait, sachant qu'il ne remet pas en cause l'utilité et l'efficacité de l'intelligence artificielle. Et vous zoomez sur l'automatisation. Mais est-ce que l'automatisation a quelque chose à voir fondamentalement avec l'intelligence? L'automatisation est un processus d'exécution. Dans la sélection, par exemple, des CV, il peut y avoir de l'intelligence artificielle. Attention, il y a des techniques qui permettent en fait de le faire. Il y a un peu d'intelligence artificielle. Il n'y a pas nécessairement de l'IA partout dans l'automatisation, mais sur certains domaines bien précis, il peut y avoir de l'intelligence artificielle. Moi, je fais appel, par exemple, nous, on essaie de faire appel avec l'IA, on fait appel à une technologie qui est le matching affinitaire, qui est une technologie, par exemple, dans les recrutements, qui permet de déterminer le degré de compatibilité. Donc, effectivement, dans tout le processus, il n'y a pas systématiquement de l'IA. Mais dans certains processus de matching, il peut y avoir de l'IA. Complément, on prend en complément des techniques d'évaluation de la personnalité, des soft skills, etc., qui permettent en fait d'avoir le maximum d'informations pour permettre à la machine de faire en fait le bon matching. Il peut y avoir de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Maintenant, pour apporter une précision à ce que vous dites, on n'a pas forcément de l'intelligence artificielle partout. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle puisse être mise à toutes les sauces. Et d'ailleurs, elle ne peut pas être mise à toutes les sauces. Et je pense que les gens aujourd'hui ont tendance, et dans les RH, l'intelligence artificielle est encore au balbutiement. Là, et on n'a que des pays, certains pays, 3 pays, les États-Unis, la France et l'Israël, qui sont avancés. On a observé, par exemple, une prolifération des startups qui utilisent un peu l'IA dans le domaine du recrutement, dans le domaine du onboarding, de la mobilité, etc. Tout ça comme outil d'aide à la décision. Aider les gens, aider les entreprises à prendre les bonnes décisions en matière de recrutement quand on sait que se planter dans le recrutement, ça peut coûter beaucoup d'argent à une entreprise. Donc, tout ça, ça peut en tout cas apporter une plus-value dans ce domaine-là qu'est les ressources humaines. Moi, je ne vais pas revenir effectivement sur tout ce qui a été dit parce que ça a été très, très bien dit. Mais pour moi, effectivement, ça peut être une menace dans la mesure où aujourd'hui, ceux qui détiennent les pays qui ont cette capacité d'investissement que sont les États-Unis et on va dire les Occidentaux, ils peuvent tourner les choses ils peuvent faire en sorte en fait que tout aille dans leur sens. Et effectivement, il y a une course à l'armement en France. Il y a eu des technologies qui sont encore développées par l'armée française pour penser les armes de demain. Et je pense effectivement, dans tous les cas, si nous ne nous réveillons pas, effectivement, on sera que des simples consommateurs. Maintenant, après, il ne faut jamais sous-estimer. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on n'a pas eu besoin d'avoir des infrastructures quand on prend le mobile money. On a su sauter cette étape et c'est très intéressant. Donc, pour moi, effectivement, c'est une menace si nous ne prenons pas la mesure et que nous ne nous asseyons pas à la même table que les gouvernants. Et effectivement, ça, c'est des choix politiques. Et effectivement, c'est un peu compliqué. Mais je veux dire aussi que l'IA ne peut pas être une menace dans la mesure où je pense encore que l'être humain a une capacité on va dire, de se défaire de tout ce qui peut être une menace. Bien évidemment, on parle toujours des mauvaises choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses, ça c'est sûr et certain. Mais l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Donc ça, on l'observe beaucoup dans notre domaine. On parle beaucoup en fait des métiers que l'IA va détruire, etc., etc. Non, l'IA ne peut pas remplacer l'être humain. L'IA reste encore une fois un outil d'aide à la décision. Je pense que nous avons cette capacité à nous transcender sur le plan éthique
Et j'espère en tout cas que nous allons en tout cas avoir, parce que l'IA, quand on prend le transhumanisme, ça pose des problématiques éthiques, hein. Par exemple, tout simplement de la redistribution de la richesse ou bien le problème des retraites, hein. Si les gens peuvent vivre jusqu'à 150 ans, hein, puis en fait des autres générations qui doivent bénéficier, en fait ça crée quand même beaucoup d'autres, n'a pas forcément besoin de cela. Maintenant, hein, et moi j'insiste sur le fait que ce n'est pas une menace. Elias parlait tout à l'heure aussi du traitement. Et ça, il faut forcer de constater que nous avons ce problème-là, de la structuration des données. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, dans le domaine des ressources humaines, une incapacité, hein, à réconcilier toutes ces données. Et c'est un grand obstacle pour nous autres, en tout cas dans ce domaine-là, dans cette industrie, pour prendre les bonnes décisions grâce à ces données. Donc, parce que les données ne sont pas… Par exemple, quand je prends l'exemple des CV qui peuvent nous parvenir, nous, nos outils qui permettent de lire les CV, par exemple, on utilise une technologie qui permet le parsing, qui permet de lire les informations, de les récupérer. Ben, quand on nous scanne un CV, il nous est impossible de lire les informations. Donc, en fait, il y a comment les données nous arrivent. Une fois que les données nous arrivent, comment on les structure, comment pouvoir les utiliser. Donc, il y a beaucoup de sujets. Bon, je n'aimerais pas revenir là-dessus. Mais en tant qu'Africains, je pense qu'il nous faut en effet, hein, nous donner les moyens politiques de pouvoir prendre ce sujet parce que c'est nécessaire. Et je pense qu'il y a aujourd'hui en Afrique des personnes qui ont les capacités. On a des chercheurs. Je pense qu'on a des universitaires, hein, comme professeurs. On a des entrepreneurs. Je pense que si on met toutes ces personnes à la même table, je pense qu'on peut réfléchir sur une politique, en tout cas qui concernera cette technologie, pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas être justement des suiveurs. Mais je pense pour faire simple, on peut toujours, avec les moyens qu'on a, en contrecarrer la menace que peut constituer l'IA. Je vous remercie, Jalel, Djibril, Elias, d'avoir accepté de participer à ce débat et pour tous les éclairages que vous nous avez apportés. Merci, à bientôt. Merci Franck. Merci beaucoup, Monsieur Jalel et Ezine, et puis merci beaucoup, Elias, pour ce temps de partage. J'espère qu'en tout cas, qu'on aura l'occasion de se parler, hein, de réfléchir sur les différents sujets. Moi, personnellement, il y a des sujets qui m'intéressent sur la question justement des soft skills et la spécificité africaine. Je pense que Jalel est bien placé peut-être pour pouvoir me donner son éclairage sur cette question-là. En tout cas, ce sera un plaisir de partager. Et puis Elias, hein, ce sera la même chose, hein. On en organisera un débat spécifique. Merci.